Bonjour et bienvenue sur Europe Hebdo, votre revue de presse européenne hebdomadaire. Pour cette septième semaine de 2025, la vie de l'Union revient sur les différentes offensives de l'administration Trump à l'égard de l'Union européenne. Dans le club des 27, le premier débat télévisé entre Scholz et Merz, la lutte pour rentrer au Bundestag et l'attentat de Munich sont à l'agenda de la campagne allemande. Le président roumain Klaus Iohannis a démissionné et l'extrême droite autrichienne renonce à former un gouvernement. Et chez nos chers voisins, on revient sur les élections législatives au Kosovo, au revirement de la Transnistrie sur le gaz, à l'adoption en première lecture du projet de loi de candidature à l'UE de l'Arménie et des conditions choquantes imposées pour la paix par les États-Unis à l'Ukraine. Passons sans plus attendre à la vie de l'Union. Numérique. L'Union européenne annonce geler la réglementation sur l'IA et le plus grand partenariat public-privé au monde sur l'IA. Le sommet sur l'intelligence artificielle s'est ouvert lundi 10 février au Grand Palais à Paris. Sur place étaient attendus 5000 experts ainsi que 80 dirigeants mondiaux. L'objectif initial était de définir des protocoles internationaux et d'aboutir à une déclaration sur une intelligence artificielle durable et responsable. Avec ce sommet, la France et l'Union européenne tentaient de revenir à la table des grands du monde sur la question technologique. La France, avec son énergie nucléaire décarbonée, voulait attirer 109 milliards d'euros d'investissement pour financer des data centers très énergivores qui auraient l'avantage d'être plus neutres en émissions de CO2. En parallèle, la France a annoncé la création d'une fondation d'intérêt public pour l'IA qui permettrait de concentrer les fonds publics et de les orienter vers des projets phares. La moitié de ces fonds serait donnée par les gouvernements, 25% par des industries et le dernier quart par des philanthropes. Finalement, le sommet s'est très vite orienté vers les intérêts financiers au détriment de l'éthique. Avec l'initiative EU AI Champions, Ursula von der Leyen lance le plus grand partenariat public-privé au monde. L'UE se charge de financer à hauteur de 50 milliards d'euros et des grands groupes comme Airbus, L'Oréal, Mercedes, Siemens, Spotify ou encore Mistral AI financeront à hauteur de 150 milliards d'euros. Par ailleurs, elle a aussi présenté Invest AI, doté de 50 milliards d'euros, dont 10 iront pour financer des supercalculateurs. L'intention est de pousser les États membres à la coopération pour aboutir à une réussite semblable au CERN. L'objectif est de faire émerger des champions de l'intelligence artificielle dans l'UE, tout en l'accompagnant de sa politique phare sur la compétitivité, dont le mot d'ordre simplification ressemble plus à une dérégulation. Dans cette optique, la Commission européenne a annoncé retirer la directive sur la responsabilité en matière d'IA, qui faisait reposer la charge de la preuve sur les entreprises en cas de préjudice provoqué par l'IA. La nouvelle doctrine est donc l'innovation avant la régulation. Dans un sens, l'Union européenne répond aussi aux provocations de la nouvelle administration Trump, qui somme l'Union européenne de déréguler les acteurs du numérique, faisant ainsi référence aux milliards d'euros d'amendes payés par les acteurs du numérique états-uniens. James David Vance a demandé à ce que l'Union européenne renonce à sa réglementation qui, je cite, étrangle les acteurs du numérique des États-Unis. Ce qu'il appelle la soi-disant lutte contre la désinformation avec le DSA et la protection des données avec le RGPD sont notamment dans le viseur. Alors que la promesse était faite d'aborder des sujets délicats liés à l'IA, comme la propriété intellectuelle, la créativité, la diversité culturelle, la durabilité environnementale et la protection des enfants, aucun de ces thèmes n'a fait l'objet de décisions à l'issue du sommet. International, l'UE promet de répliquer face aux menaces des États-Unis sur les droits de douane. Dimanche 9 février, Donald Trump annonce taxer l'acier et l'aluminium importés à 25%. Il a signé le décret présidentiel le lendemain. La Commission européenne a réagi dans la foulée
en déclarant que ces taxes étaient injustifiées et qu'elle s'engagerait à protéger les entreprises et les citoyens européens de l'impact de ces droits de douane. La façon de faire de Donald Trump semble contre-intuitive, puisque les premiers à payer de telles taxes, ce seront les entreprises états-uniennes. L'Union européenne avait réagi à de telles taxes lors du premier mandat de Donald Trump en taxant les Harley-Davidson, le bourbon du Kentucky et le jus d'orange de Floride, trois produits issus d'États républicains. L'Union européenne devrait être moins touchée que le Canada, qui représente 50% des importations d'aluminium et 44% d'acier aux États-Unis. L'UE représente seulement 15%. D'après le lobby métallurgique européen Eurofer, les exportations totales d'acier fini de l'UE vers les États-Unis s'élevaient à 26 millions de tonnes en 2014, un chiffre qui a baissé à 16 millions de tonnes en 2023. En fait, l'annonce de Donald Trump est juste la fin précipitée de la trêve imposée par Joe Biden, qui a échoué à trouver un accord avant la fin de son mandat. La fin de la trêve devait intervenir début 2026. Au-delà de l'acier et de l'aluminium, c'est une série de secteurs qui devraient se voir appliquer des droits de douane, comme les secteurs automobiles, pharmaceutiques ou de puces électroniques. La stratégie de Donald Trump est d'avoir une égalité de droits de douane au niveau bilatéral. Mais l'effet pervers d'une telle mesure est que cela ne rendra pas les produits américains plus compétitifs, pour autant, à l'export. L'Union européenne cherche à rediscuter du CETA avec le Canada afin de contourner les sanctions américaines et de renforcer leur partenariat commercial. Sécurité. Les Européens choqués par la leçon de démocratie de J.D. Vance à la conférence de Munich. Vendredi 14 février, tout le monde s'attendait à ce que James David Vance parle de la Chine ou de la Russie lors de son discours lors de la conférence sur la sécurité de Munich, grand rassemblement annuel sur la sécurité. On se souvient du discours de Vladimir Poutine en 2007 qui reprochait aux États-Unis de vouloir un monde unipolaire où il ferait respecter l'ordre en bafouant le droit international. On se souviendra du discours de J.D. Vance qui s'en est pris à l'Europe de manière brutale en lançant ni plus ni moins qu'une guerre idéologique. Selon lui, la liberté d'expression recule partout en Europe. Pour lui, la menace pour l'Europe n'est pas la Russie ou la Chine, mais les limitations à la liberté d'expression, je cite, imposées par les politiciens européens. Pour appuyer son propos, il cite la fermeture de médias, sous-entendant l'interdiction de Russia Today sur le sol européen, ou encore l'invalidation des élections roumaines. Dans le cas des élections roumaines, il reproche aux juges européens d'avoir invalidé les élections sur quelques notes des services secrets. Ce n'est pas la justice européenne, mais la Cour constitutionnelle roumaine, souveraine, qui a annulé l'élection comme elle en avait la possibilité. La Cour européenne des droits de l'homme, donc pas l'Union européenne, a jugé que le recours de Colin Georgescu était juridiquement infondé, car ses droits individuels n'étaient pas menacés. Toujours sur la Roumanie, il a reproché au système roumain d'être faible, facilement déstabilisé par, je cite, quelques centaines de dollars de publicité en ligne. Pour finir, il s'en est pris au cordon sanitaire allemand en disant que n'importe quelle démocratie qui rejetait l'avis de millions de ses concitoyens courait à sa perte. Une déclaration qui a choqué l'ensemble de la classe politique allemande qui a perçu cette déclaration comme une ingérence électorale grave. Dernier point, il s'est attaqué au Royaume-Uni qui a incarcéré un militant anti-avortement alors qu'il manifestait à proximité d'un centre équivalent à un planning familial britannique. Il reproche aux Britanniques d'entraver la liberté de conscience religieuse en faisant ça. Il reproche globalement aux Européens d'avoir peur de leurs peuples respectifs et de ne pas faire confiance à ce qu'il qualifie de bon sens. Pour lui, le plus urgent, c'est la lutte contre l'immigration incontrôlée. Que ce soit le numérique, le commerce ou la démocratie, les États-Unis ont bien profité de cette semaine pour mettre une cible dans le dos des Européens, alliés historiques des États-Unis. Passons désormais au Club des 27. Allemagne.
Débat télévisé, lutte pour les 5% et attentat à Munich. Dimanche 9 février avait lieu le débat télévisé entre le chancelier sortant, Olaf Scholz, et celui qui aspire à devenir le prochain, Friedrich Merz. Sans surprise, l'alliance de la CDU avec l'AfD a été remise sur la table par Olaf Scholz. Friedrich Merz a réaffirmé que tout opposait la CDU-CSU à l'AfD, l'Europe, l'OTAN, l'euro, la Russie et les États-Unis. Sur l'immigration, Olaf Scholz estime qu'il n'y a jamais eu de loi plus sévère sur l'immigration que celle mise en place par son gouvernement, ce à quoi Merz a répondu qu'il vivait dans un conte de fées. Olaf Scholz a mis en garde son adversaire en disant que sa position sur les refoulements et la fermeture des frontières l'exposerait à une crise avec ses partenaires européens, étant donné qu'une telle mesure serait contraire au droit européen. Scholz a semblé trop technique, même s'il semble avoir satisfait les attentes des téléspectateurs sur les politiques sociales. Le débat a semble-t-il divisé les observateurs, certains estimant que le débat avait montré la possibilité pour les deux leaders de se retrouver au sein du prochain gouvernement, alors que pour d'autres, ils sont trop antagonistes pour qu'un accord puisse se faire entre SPD et CDU-CSU. Un débat qui ne semble cependant pas avoir eu d'impact sur la dynamique des deux partis. En dehors du débat entre les deux grands partis allemands, les outsiders en perte de vitesse ou les petits nouveaux en quête de première percée au Bundestag visent les 5%, seuil pour pouvoir entrer dans la chambre basse allemande. Le parti libéral-démocrate du FDP, membre du dernier gouvernement, n'arrive pas à passer les 5% des intentions de vote d'après la plupart des sondages. Ce serait la seconde fois depuis 1949. Le sondage Força projette même que le FDP, le parti communiste Die Linke ou son parti dissident, l'alliance Sarah Wagenknecht, échoueraient tous les trois à atteindre les 5%, ce qui donnerait un Bundestag à 4 partis, qui favoriserait la CDU. Avec 30% des voix, la CDU récupérerait 37% des sièges. Reste que le mode de scrutin allemand a ses petites subtilités. Un parti qui n'a pas les 5% mais obtient au moins 3 circonscriptions obtient les sièges qu'il aurait eus avec le seuil. Die Linke devrait vraisemblablement avoir le minimum de circonscriptions. L'alliance Sarah Wagenknecht paye son alignement pro-russe et la disparition de la guerre en Ukraine du débat de la campagne allemande qui font qu'elle n'est pas assurée des 5%. Dernier sujet de la semaine outre-Rhin, encore un attentat, cette fois à Munich. Jeudi 13 février, 10h30, un demandeur d'asile afghan de 24 ans a percuté un cortège du syndicat de service Verdi à Munich, faisant 28 blessés. Muni d'une Mini Cooper, il a débordé la voiture de police qui clôturait le cortège. D'après les premiers éléments de l'enquête, il aurait eu des motivations islamistes. Plusieurs conversations dans ses messageries cryptées attestent de son allégeance à un groupe islamiste. D'après les premiers éléments, il serait arrivé en 2016 en Allemagne et sa demande d'asile aurait été rejetée en 2017. Il était connu des services de police pour des délits mineurs. Il n'était pas expulsable parce que les autorités allemandes n'avaient pas de relation avec le régime des talibans. Cependant, en août dernier, un premier groupe d'Afghans délinquants en situation irrégulière a été renvoyé à Kaboul. Roumanie, démission du président Klaus Iohannis. Lundi 10 février, le président Klaus Iohannis présentait sa démission au peuple roumain. Face à une motion votée à la Chambre basse, le menaçant de le contraindre à la démission, il a préféré partir de lui-même. Alors que la motion était proposée par le Parti de la Jeunesse, parti d'extrême droite pro-russe qui avait soutenu Colin Georgescu lors de la présidentielle, le parti centriste USR a décidé de les rejoindre. Le Parti de la Jeunesse avait vu ses deux premières tentatives échouer. Klaus Iohannis regrette la volonté des partis de vouloir le faire partir alors qu'il n'a commis aucune faute, constitutionnellement parlant. Mais les manifestations de l'extrême droite, l'accusant de coup d'État de l'establishment,
contribué à coûter des points aux candidats communs du Parti social-démocrate, de l'Union des démocrates des Magyars de Roumanie et du Parti national libéral, Crin Antonescu, ce qui a poussé les centristes du SR à voter la mention. Mais l'atmosphère politique en Roumanie est tendue, avec une extrême droite qui progresse. Cette semaine, à l'initiative de l'Alliance pour l'unité des Roumains, un mouvement de boycott à l'encontre de la grande distribution a débuté. En attendant l'élection présidentielle, c'est le président du Parti national libéral, le président du Sénat Ilie Boloyan, qui assurera l'intérim. Le maire de Bucarest, Nicușor Dan, membre du parti USR, se présente lui aussi à la présidentielle, mais en tant qu'indépendant. Pour l'instant, Colin Georgescu n'a pas annoncé son intention de se représenter à l'élection présidentielle. Autriche. Herbert Kickl et le FPE jettent l'éponge pour la formation d'un gouvernement. Le chancelier sortant Karl Nehammer avait jeté l'éponge début janvier face aux exigences du Parti socialiste autrichien et des libéraux de Neos. Il avait même lâché la présidence du Parti populaire autrichien, le VP, un mouvement au sein de son parti étant favorable à négocier avec le FPE. Karl Nehammer avait fixé comme ligne rouge de ne pas négocier avec le FPE. Depuis le 6 janvier donc, le président du FPE, Herbert Kickl, menait les négociations afin de former un gouvernement avec le VP. Mais le mercredi 12 février, il a annoncé mettre fin aux négociations. Trop de points de divergence et trop importants pour travailler ensemble, séparer les deux partis. Le secrétaire général de l'EVP, Alexander Pröll, reproche à Kickl sa soif de toute puissance, son incapacité à envisager le pouvoir et de le partager. La plus grande crainte de l'EVP était de laisser le ministère de l'Intérieur à l'extrême droite, une expérience qui est déjà arrivée sous le mandat de chancelier de Sebastian Kurz, où c'était Herbert Kickl lui-même qui était ministre de l'Intérieur entre 2017 et 2019. L'infiltration par la Russie des services secrets autrichiens durant cette période a mené à la suspension de l'appartenance de l'Autriche au club de Berne, club d'échange informel entre services secrets occidentaux. À côté de ça, les demandes du FPE étaient maximalistes, avec une suppression de la taxe carbone, une politique zéro asile, des projets de loi pour mettre au pas les associations, les médias et la communauté LGBTQIA+, autant de positions qui auraient mené au bras de fer au niveau européen, ce qui est inacceptable pour l'EVP. Le président Alexander Van der Bellen a listé plusieurs options pour sortir de la crise. La première est l'option de remettre à la table des négociations l'EVP et le SPE, quitte à avoir un gouvernement minoritaire devant se contenter d'arracher les accords texte par texte, avec le risque d'être censurés. L'idéal serait de pouvoir rattacher Neos, mais ils ont des objectifs trop différents avec les sociodémocrates. La deuxième option est un gouvernement d'experts. Cette option permettrait d'avoir un consensus large avec une lettre de mission pour le gouvernement, mais cela dépolitiserait de facto le gouvernement. La dernière option serait de convoquer de nouvelles élections. Une option qui profiterait au FPE, puisque sa cote de popularité monte en flèche depuis qu'Herbert Kickl a été nommé formateur. À coup sûr, nous reparlerons bientôt de l'Autriche dans les prochaines semaines. Passons enfin à la rubrique Nos chers voisins. Kosovo. Le Premier ministre sortant vainqueur, mais affaibli. Le dimanche 9 février se tenaient les élections législatives au Kosovo. Le Premier ministre social-démocrate Albin Kurti, du parti VT22, qui signifie autodétermination, faisait figure d'ultra-favori. Le scrutin a subi quelques désagréments, puisque le logiciel de décompte automatique des voix a planté, obligeant les autorités à procéder au recomptage à la main. Lundi, après le décompte de 93% des voix, Albin Kurti et son parti figuraient en tête avec 41% des voix. Malgré son statut d'immense favori, Kurti n'est pas parvenu à convertir son statut en majorité absolue. Une désillusion,
D'autant qu'il avait annoncé durant la campagne qu'il ne s'allierait pas pour gouverner. Un discours qui s'est adouci à l'annonce des résultats, puisqu'il a affirmé que son parti assurerait le leadership du gouvernement pour les 4 prochaines années. Derrière VT dossier, le parti de droite, le Parti démocrate du Kosovo, s'en sort avec 22% des voix, et le parti du centre-droit, la Ligue démocrate du Kosovo, termine à 19%. Au Parlement kosovar, 20 sièges sont réservés aux minorités. 10 sièges pour la communauté des Serbes du Kosovo et 10 autres pour les autres minorités. L'intégralité des sièges des Serbes du Kosovo ont été raflés par la Srpska Lista, loyale au président serbe Aleksandar Vučić. Ils ont d'ailleurs affirmé qu'ils boycotteraient la mandature. Il faut dire qu'Albin Kurti n'a pas vraiment ménagé la communauté des Serbes du Kosovo, obligeant l'Union européenne à réagir. Son virage nationaliste et son intransigeance à l'égard des Serbes du Kosovo, bien que les relations entre Pristina et Mitrovica sont faites de provocations fréquentes, se sont beaucoup détériorées depuis 2023. Albin Kurti a souhaité mettre fin à l'exceptionnalisme qui avait lieu dans le nord du pays, qui voulait que les Serbes disposent de maires serbes dans leur localité, avec des institutions serbes comme les banques, les postes et des administrations sous, sous perfusion financière du voisin serbe. Le Nord est connu pour ses activités criminelles et sa perméabilité au crime organisé. Albin Kurti voulait faire du scrutin un référendum avec la promesse de gouverner tous les Kosovars, quelle que soit leur origine ethnique. Malheureusement pour lui, son bilan économique n'a pas convaincu, ce qui a fait reculer la participation de 48% en 2021 à 40% ce 9 février. La Banque mondiale estimait le taux de pauvreté du Kosovo à 19,2% en 2024. Un nouveau mandat qui se place aussi sous le challenge de Trump, dont la doctrine d'aide aux autres pays pourrait coûter énormément au Kosovo. Moldavie, la Transnistrie cède à la pression de Moscou. Je vous en parlais la semaine dernière, l'accord entre la Moldavie et l'Union européenne avait mené à l'envoi de gaz européen à la Transnistrie pour la première fois depuis 1992. Mais sans surprise, la Russie n'a pas voulu perdre la main sur la région séparatiste, une machine à cash dont elle a diablement besoin pour financer sa guerre en Ukraine. D'après Vadim Krasnoselski, l'autoritaire dirigeant de la Transnistrie, l'offre de l'Union européenne était inacceptable à plusieurs égards. Le gaz russe était historiquement gratuit pour la Transnistrie, un moyen pour la Russie de transformer son gaz en cash, la Russie ayant la main sur une très grande partie de l'économie de la région. L'économie transnistrienne dépend à 80% de la Russie. L'accord proposé par l'Union européenne prévoyait une augmentation progressive du prix du gaz, un gaz qui n'alimenterait que les consommateurs. Autre condition à respecter, le respect des droits humains et la libération de prisonniers politiques en Transnistrie et surtout la diffusion de médias moldaves dans la région. Pour ce dernier point, il a été observé pour la première fois depuis la sécession des émissions de sport et le JT moldave dans les télévisions transnistriennes. Des conditions qui semblaient inacceptables pour la Transnistrie, mais le revirement brutal semble aussi indiquer que la Russie avait deux intentions. La première était de rappeler à Krasnoselski, grâce à qui il est au pouvoir, mais aussi de faire apparaître la Russie comme sauveuse des ménages en difficulté. Une aide à la Transnistrie qui laisse transparaître la collaboration de Viktor Orban, puisque c'est la société suisse-hongroise Met Gas and Energy Marketing AG, détenue par Benjamin Lakatos, première fortune hongroise et proche d'Orban, qui doit assurer le transfert de gaz via Turkstream. Arménie, le projet de loi de candidature à l'UE, adopté en première lecture. Mercredi 12 février, le Parlement arménien adoptait en première lecture son projet de loi disposant de la candidature à l'adhésion à l'Union européenne de l'Arménie. Allié historique de la Russie, membre de l'Organisation du traité de sécurité collective,
l'équivalent de l'OTAN qui a succédé au pacte de Varsovie sous l'égide de la Russie. C'est un immense retournement qui était tout de même assez prévisible. La Russie, qui disposait de troupes de maintien de la paix dans le Haut-Karabakh, n'est absolument pas intervenue lors de l'agression azerbaïdjanaise de 2020 et encore moins lors de la prise de la région à l'automne 2023. Ce manque de soutien traduit aussi la volonté de Moscou de réaffirmer que sans la Russie, l'Arménie ne peut survivre. L'arrivée de Nicole Pachinian à la tête du gouvernement en 2018 donnait l'espoir aux Arméniens de sortir des schémas de corruption de son prédécesseur, Serge Sarkissian, qui profitait à la Russie. Moscou ne cesse de vouloir affaiblir Yerevan. Après la signature de l'accord de paix avec l'Azerbaïdjan, l'obligeant à concéder des territoires, Moscou a tenté de le déstabiliser en mobilisant l'Église orthodoxe locale qui a lancé une campagne pour appeler à la démission de Pachinian. Pour répondre à ces gestes d'abandon russe, l'Arménie a adhéré au statut de Rome, ce qui fait de l'Arménie un membre de la CPI. Si Vladimir Poutine venait à se rendre à Yerevan, il devrait être arrêté par la police arménienne. En février 2024, Pachinian a annoncé suspendre la participation de l'Arménie à l'ETSC et en juillet 2024, l'Arménie a procédé à des exercices militaires conjoints avec les États-Unis, et ce, malgré le fait que l'Arménie dispose toujours d'une base militaire russe à Gyumri. Il reste une deuxième lecture pour le texte de candidature à l'UE. Mais malgré tout, Nicole Pachinian a appelé à la patience et au soutien du peuple arménien. Le processus est long et exigeant. Il faudra une volonté politique sur le temps long pour y parvenir. Ukraine, des pourparlers de paix entre Trump et Poutine qui pourraient la forcer à capituler. Le secrétaire à la défense des États-Unis, Pete Hegseth, est apparu mercredi 12 février à Bruxelles pour s'entretenir avec le groupe de contact de soutien à l'Ukraine. Une apparition où il a donné le ton de la nouvelle administration Trump à l'égard de l'UE. L'UE doit faire plus et ce seront les États-Unis qui dicteront les termes de la fin de la guerre en Ukraine. Le secrétaire à la défense états-unien s'est voulu clair. Si l'Union européenne veut avoir voix au chapitre au sein de l'OTAN, il faut qu'elle s'engage sur les dépenses de défense. Une déclaration qui semble appuyer l'exigence de Donald Trump d'atteindre les 5% du PIB en matière de défense. Des déclarations qui ont choqué les ministres des Affaires étrangères, mis devant le fait accompli que les États-Unis discuteront directement la fin de la guerre en Ukraine avec Poutine sans même que la première concernée, l'Ukraine, ne prenne part aux discussions. Pete Hegseth en a profité pour donner des indications sur les modalités de paix. Il a annoncé que les États-Unis ne soutiendraient pas le retour aux frontières antérieures à 2014, l'Ukraine ne deviendra pas membre de l'OTAN, et il reviendra aux Européens seuls d'assurer le maintien de la paix en Ukraine, mais une force de maintien de la paix qui ne se fera pas dans le cadre de l'OTAN, empêchant de facto le déclenchement de l'article 5 du traité transatlantique qui dispose de la légitime défense collective en cas d'attaque. En cas d'agression. En clair, des points qui répondent à la quasi-intégralité des revendications de Vladimir Poutine. Seulement, la vanité de Vladimir Poutine sera d'avoir un pouvoir fantoche à sa main, à Kiev, et pour ça, il lui faut de nouvelles élections en Ukraine qu'il cherchera à truquer. Plusieurs fois, Trump a rappelé que Volodymyr Zelensky avait dépassé la durée de son mandat, mais la loi martiale empêche toute élection et qu'il est difficile d'assurer une élection en temps de guerre. Le plus choquant, c'est que Donald Trump cherche à se faire rembourser les aides américaines à l'Ukraine en mettant la main sur les terres rares ukrainiennes, ce à quoi Volodymyr Zelensky lui a opposé une fin de non-recevoir, considérant que les terres rares appartiennent à tous les Ukrainiens et qu'il appartiendra à la prochaine administration de prendre une telle décision. Mais on le sait, le chantage et la coercition économique sont les principaux leviers de diplomatie de Donald Trump. En tout cas, il est devenu très clair cette semaine
que l'Union européenne est devenue la cible principale de Donald Trump, que ce soit sur le numérique, l'économie, la diplomatie ou la défense. Voilà, c'est ainsi que s'achève la 7e semaine de 2025. Merci pour votre écoute. Si vous avez apprécié cet épisode, abonnez-vous sur votre plateforme préférée, que ce soit Spotify, Deezer, Apple Podcast, Amazon Music, YouTube ou YouTube Music. Et n'oubliez pas d'y laisser votre avis, que ce soit en nombre d'étoiles ou en like. Pour ne rien rater des publications du podcast, suivez Europe Hebdo sur Facebook, Instagram et LinkedIn et n'hésitez pas à liker, commenter et partager les publications pour en augmenter la visibilité. Si vous avez une remarque, une question ou une suggestion à faire pour le podcast, n'hésitez pas à vous inviter dans mes messages privés, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et si vous voulez dévorer le nouvel épisode du podcast dès sa sortie, abonnez-vous pour recevoir la newsletter du podcast. Le lien est à retrouver en description de cet épisode. Je vous donne rendez-vous lundi prochain, 17h30 sur Europe Hebdo.